Bonjour à tous. Et une autre semaine de tension entre Rabat et Madrid. L'affaire Brahim Ghali, hospitalisé sous un faux nom en Espagne, n'en finit pas de secouer le gouvernement espagnol et la classe politique. Et l'opinion publique s'invite de plus en plus dans ce piège dans lequel s'est enfermé le gouvernement Sanchez. L'arrivée massive de migrants dans la ville occupée de Ceuta est l'occasion pour l'exécutif madrilène de détourner l'attention de l'affaire Ghali, accusant le Maroc de tous les maux, demandant et recevant l'appui de l'Union européenne. Le dit Brahim Ghali, convoqué par les juges dans une semaine, a pour sa part refusé d'accuser réception de sa citation à comparaître, arguant de la nécessité d'en parler à l'ambassadeur algérien. Puis les choses se sont brusquement dégradées. L'ambassadrice marocaine à Madrid est convoquée au ministère des Affaires étrangères et tout de suite après rappelée en consultation par sa hiérarchie, affirmant depuis Rabat qu'une exfiltration de Brahim Ghali sans jugement ne ferait qu'aggraver la situation. Nous analyserons les développements de cette affaire avec nos invités. En seconde partie, nous irons au Proche-Orient où un cessez-le-feu a été déclaré entre Israël et le Hamas après 10 jours de bombardements intenses sur Gaza. La particularité de cette crise est que la jeunesse palestinienne d'Orza, de Cisjordanie et des villes dites mixtes s'est soulevée contre la politique israélienne de plus en plus contraignante. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a eu à cet effet un échange téléphonique avec son homologue marocain Nasser Bourita. Nous en parlerons aussi. Avec nous, pour débattre de ces deux thèmes, Hassan Alaoui, vous êtes directeur et cofondateur du mensuel Maroc Diplomatique et du site marocdiplomatique.ma. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Jamal Htabi, vous êtes professeur de sciences politiques à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia. Vous êtes aussi un fin connaisseur de ces questions. Merci encore d'avoir répondu à nos invitations. Merci à vous et ravi d'être là. Brahim Ghali, donc, a été convoqué par les juges espagnols et refuse de signer la décharge et sa citation à comparaître. Le Maroc insiste, l'Espagne se dérobe et l'Algérie observe un silence prudent comme si tout cela ne l'intéressait pas. Madrid tente de botter en touche en braquant les projecteurs sur l'arrivée massive de migrants sur le sol de la ville occupée. Le Maroc insiste, persiste et signe, restant concentré sur l'affaire par laquelle le scandale est arrivé. Alors, question à vous deux, on commence par vous, Hassan Alaoui. Où en est-on dans ce qui s'annonce déjà comme un scandale d'État en Espagne? Le gouvernement, comme chacun sait, ayant tenté de dissimuler l'arrivée de Brahim Ghali sur le sol espagnol. En effet, vous avez raison, c'est un scandale d'État, c'est une crise d'État. En l'occurrence l'État espagnol, qui est fautif de bout en bout dans cette affaire incroyable et qui prend de plus en plus, je veux dire, une dimension grotesque. En fait, le problème est inversé, parce que la question, ce n'est pas la crise entre le Maroc et l'Espagne, ce n'est pas les 8000 Marocains qui ont traversé lundi dernier si vous voulez, la frontière. C'est ce qui se dit, hein, parce que personne ne le vrai problème, donc, il est inversé, ce n'est pas ça. Ça, c'est une conséquence, si vous voulez, de la crise latente et maintenant de plus en plus évidente entre les deux pays, à savoir que le problème, à l'origine, c'est d'abord l'hospitalisation d'un mercenaire donc, qui est confronté à une série de procès et de procédures judiciaires en Espagne, et qui a été reçu dans un avion spécial avec un faux nom, n'est-ce pas, et tous les subterfuges, si vous voulez, incroyables, et qui a été accueilli pour être soigné, alors qu'il eût fallu d'abord, je veux dire, le premier élément qu'il aurait fallu, je veux dire, mettre en évidence, c'est l'amitié, soi-disant, maroco-espagnole, et qui n'a pas été respectée. Le pacte tacite ou ouvert depuis les accords de Madrid, je signale de 1975, il y a quand même un accord tripartite où l'Espagne est impliquée avec le Maroc. Et il y a aussi une tradition historique d'amitié, d'échange et presque des liens co-sanguins entre les deux pays. Et donc tout ça, ça a été jeté en pâture, j'allais dire, excusez-moi l'expression, dans les orties, et absolument violé. Et le fait est que la crise, elle a commencé à partir de ce moment-là, quand l'Espagne, en catimini, ce qui est encore plus grave, a reçu le mercenaire sans explication, sans rien, et en plus avec l'arrogance, je me permets de le dire, d'un discours incroyable de la ministre des Affaires étrangères qui nous prend de haut sur sa tour d'ivoire, et l'ambassadrice du Maroc qui a été convoquée et à laquelle il a été donné même pas 30 minutes pour se rendre, n'est-ce pas, au ministère des Affaires étrangères espagnol. C'est vraiment tout ça, ce sont des signes d'inamitié, et de graves violations, si vous voulez, des simples règles diplomatiques.
Donc, ce qui s'est passé à Ceuta, est-ce que c'est une conséquence ou alors est-ce que c'est, justement, on en parlait tout à l'heure, Jamal Khattabi, il s'est passé quoi dans cette affaire de Brahim Rali en Espagne et est-ce qu'on considère être une conséquence à Ceuta? Moi, je crois que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. L'Espagne nous a habitués depuis un bon moment à de la mauvaise foi et les inimitiés espagnoles sont connues des Marocains. Celle-ci est inacceptable. Celle-ci est inacceptable parce que le Maroc, de bonne foi, essaye depuis longtemps de garder des bonnes relations de voisinage avec ses voisins et surtout ses voisins du Sud. Il a fait énormément d'efforts, que ce soit au niveau sécuritaire, donc d'une collaboration qui est gagnant-gagnant avec l'Espagne. Mais malheureusement, l'Espagne ne voit pas ça de bonne augure parce que le Maroc change. Le Maroc est un pays qui aujourd'hui n'est plus seulement un pays émergent, c'est un pays qui s'impose au niveau régional, au niveau international. Alors on va y revenir, configuration. Si vous me permettez, je voudrais insister un peu sur... Donc, il y a crise entre cette crise a un point de départ. Voilà. Ce point de départ, alors tout ce qu'on essaie de faire autour, quand on voit les médias espagnols le non-respect de ou d'autres, toutes les règles de bon voisinage et surtout des accords qui disent l'Espagne au Maroc. Non seulement en fait c'est une faute, mais ça révèle aussi de la mauvaise foi. On aurait pu accueillir, l'Espagne aurait pu accueillir et le dire cette personne avec un vrai nom. La dissimulation aussi est la preuve que... En parlant à son allié et partenaire qui est le Maroc. C'est de la mauvaise foi. De toute façon, dans les pratiques diplomatiques, des cas comme ça existent et on aurait pu au moins informer par respect pour le voisin qui œuvre pour la stabilité non seulement de l'Espagne, mais la stabilité de l'Europe entière, que ce soit dans sa collaboration au niveau sécuritaire, que ce soit la collaboration pour la gestion du flux migratoire, et tout ce que fait le Maroc par rapport à l'Espagne et l'Union européenne a été rayé d'un seul bras comme ça. Oui, je voudrais rajouter un petit point quand même. Donc en fait, rapidement, avant que vous rajoutiez votre point, il y a eu d'abord cette question de la dissimulation, donc aux Marocains, par les Espagnols. Deuxièmement, il y a eu la question de la fausse identité, donc encore plus. La ministre des Affaires étrangères a dit que ce n'était pas secret, c'était discret. La troisième, discret au regard de qui? Au regard de la justice espagnole. Donc finalement, les Espagnols, le gouvernement espagnol a masqué cette arrivée de Brahim Rali aux Marocains et à sa propre justice et à sa propre opinion publique. Donc il y a une tentative de manipulation là-dedans. En tout état de cause, tous les gens, espagnols notamment, qui ont été interrogés, je veux dire des universitaires espagnols, des sommités, des hommes politiques et tout, ont été interrogés sur cette histoire, si vous voulez, de Brahim Rali. Tous ont répété qu'en fait, l'Espagne, le gouvernement espagnol, le gouvernement socialiste a commis une grave erreur parce qu'il savait à quoi s'en tenir en admettant, en invitant, si vous voulez, le mercenaire du Polisario. Ça, c'est une chose. Donc, ce n'est pas uniquement les Marocains qui se plaignent, c'est les Espagnols eux-mêmes. Il y a un débat interne au sein de l'Espagne, de la classe politique, pour dire évidemment, pour souligner, pour mettre en exergue ce comportement irrespectueux de l'Espagne par rapport au Maroc. Maintenant, je reviens rapidement à une histoire, c'est que l'Espagne, parce que tous, ou presque, sont en train de trouver la parade pour dire « Ah, c'est l'affaire du Sahara, bien sûr, etc. » Et ils disent l'affaire du Sahara occidental, bien sûr, entre guillemets, c'est le Sahara marocain. Pourquoi ? Moi, je dénonce, si vous voulez, cette rhétorique, parce que tout simplement, l'Espagne est signataire de l'accord de Madrid le 14 novembre 1975. Ce n'est pas un pays ou le Polisario qui a signé ou un autre, c'est l'Espagne officiellement qui a paraphé l'accord de Madrid. Lequel accord de Madrid rétrocède, après 45 ans d'occupation, même plus, le Sahara marocain à son ayant droit, c'est-à-dire au Maroc. Donc, il ne faut pas revenir, en fait, remettre en cause un accord qu'elle n'a pas dénoncé, où l'Espagne tient
s'en tienne à l'accord qu'elle a signé en 1975, ou bien elle le dénonce, et comme ça on sait que de toute manière, en tout état de cause, nous sommes devant un gouvernement qui ne respecte rien de rien. Très bien, mais revenons donc à cette affaire Brahim Ghali, 46 ans après, les manœuvres espagnoles. Est-ce qu'on peut parler de manœuvres espagnoles pour détourner l'attention de l'opinion publique et aussi de s'attirer la solidarité de l'Union européenne? Donc je vous rappelle qu'au départ de cette affaire, l'Union européenne n'avait rien dit. Et puis là maintenant, avec cette affaire de Ceuta, il y a eu toute une solidarité. Est-ce qu'ils n'ont pas fait ça un peu fébrilement finalement? Les Européens, vous savez, on n'attendait rien d'eux. On est en train de faire de la littérature à côté pour dire le Maroc veut absolument que l'Union européenne reconnaisse, si vous voulez, l'accord d'Abraham, n'est-ce pas? Parce qu'il y a dedans la reconnaissance automatique et directe de la marocanité du Sahara aussi. Donc, moi, je considère qu'il n'y avait pas de lien. En tout cas, ça n'a pas été dit. Quand Trump, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a posé sa signature et qu'il a entraîné derrière lui des dizaines de pays qui ont ouvert des consulats au Sahara marocain, et donc il n'y avait pas cette clause ni explicite ni implicite, tout simplement. Mais non, le Maroc ne force pas la main à l'Europe, à l'Union européenne. De toute façon, on connaît les positions classiques. Vous avez des pays européens qui n'ont aucune relation avec l'Algérie, et comme par miracle, maintenant, ils sont en train de revenir dans le giron, si vous voulez, pro-algérien. C'est qu'il y a un lien entre l'accueil discret de Brahim Ghali par les Espagnols et la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les Américains. C'est ce confirme de jour en jour. C'est les commentateurs, si vous voulez, certains commentateurs qui s'amusent à faire ce genre de jugement. Pour le Maroc, c'est une sérénité qui n'a rien à voir. Nous séparons les problèmes. La reconnaissance du Sahara, c'est une reconnaissance qui a été actée par les États-Unis. Des pays l'ont suivi, n'est-ce pas? On attend toujours que les pays reconnaissent, et en particulier l'Espagne, signataire de l'accord de Madrid, qui reconnaît la marocanité du Sahara. Donc, tout ça, si vous voulez, c'est dans le brouillamini qui est absolument faux, qui ne tient pas la route, n'est-ce pas? Et l'histoire, c'est plutôt un rapprochement aujourd'hui qui se fait entre l'Algérie et l'Espagne. Et l'Espagne, si elle veut sacrifier ses intérêts, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, qui c'est un gros volume, n'est-ce pas? Elle est la première partenaire économique du Maroc. Si elle veut sacrifier ses intérêts avec le Maroc, qu'à cela ne tient. Alors donc, si on devait faire de l'exégèse, c'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita en parlant des conséquences. Or, quand on a vu cette affaire de migrants de Ceuta, les Espagnols se sont projetés dessus pour dire voilà les conséquences. Alors que finalement, on peut considérer que les affaires étrangères, on considère que les affaires étrangères parlaient de conséquences peut-être économiques. Alors il s'est passé quoi à Ceuta? Est-ce que cette affaire n'a pas été montée quand même quelque part en brèche par les Espagnols pour camoufler, pour masquer leurs problèmes? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est du pain béni pour l'Espagne qui avait beaucoup de mal à justifier son attitude. Donc, cette attitude inamicale et agressive vis-à-vis du Maroc, que ce soit le fait même d'accepter l'hospitalisation de Brahim Ghali sur son territoire, ou le fait aussi de camoufler son identité, l'agressivité avec laquelle, et peut-être même le mépris à un moment donné, pour ne pas donner d'explication, on accent son action sur la souveraineté de l'Espagne, etc. Et le fait que du jour au lendemain, on a vu cette vague se diriger vers Ceuta, donc ça pose des questions. C'est du pain béni, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'Espagne, qui a détourné l'opinion publique, que ce soit nationale ou internationale, sur un grave problème de non-respect des règles élémentaires du voisinage, et de focaliser en fait l'Europe entière sur un fait qui est très sensible, celui de l'immigration des Marocains qui sont partis, alors qu'il y a eu une majorité de subsahariens, une fois qu'on a pris les renseignements. Alors, ils axent sur ça. Ils commencent à appeler, comme le disait... Parce qu'on entend ce que disent les affaires étrangères espagnoles, mais on entend aussi ce que dit notre diplomatie, qui s'offusque de termes comme pays sous-développés, agression, on a parlé d'agression et de chantage. On a parlé d'agression et de chantage. Et c'est le ministre de la Défense qui a dit ça. Donc, au niveau de l'Espagne, c'est que, pour eux, ils veulent à tout prix braquer l'opinion publique nationale et internationale sur ce fait-là, qui est un fait attendu. De toute façon,
si on retourne la chose, on voit que le Maroc fait un travail extraordinaire au niveau de la maîtrise du flux migratoire. Plus que les Espagnols, d'ailleurs. Plus que les Espagnols. Ça coûte énormément d'énergie, énormément d'argent. Même si l'Europe aide un tout petit peu, je crois que le coût dépasserait de manière extraordinaire ce que l'Europe donne au Maroc pour lui permettre de gérer le flux migratoire. Bien entendu, le Maroc est connu par sa politique migratoire, qui est une politique très raisonnable, saluée par les gens. Mais nous avons aussi des contraintes. Et ces contraintes, on doit être aidé, le Maroc doit être aidé pour les surmonter, parce que le Maroc subit ce flux migratoire. Il n'est pas générateur de ce flux. Donc nous sommes malheureusement dans le passage aujourd'hui préféré des migrants qui ont pendant longtemps transité par la Libye et la Tunisie, aujourd'hui préfèrent le chemin le plus rapide et le plus facile, c'est le chemin. Donc l'Espagne ici est interpellée, l'Europe est interpellée pour faire un effort considérable, et d'abord pour prendre en considération l'effort extraordinaire que fournit le Maroc pour la soulager. On l'a vu en l'espace de quelques temps, la difficulté que supportent les forces de sécurité marocaines. Reste à savoir, est-ce que cela a été voulu, a été fabriqué, c'est une grande question. L'origine, mais elle peut être aussi une origine étrangère. Le Maroc n'a aucun intérêt, et les Espagnols le savent très bien. L'Europe le reconnaît depuis un bon moment, que si le flux migratoire du Sud est bien géré, c'est par la bonne volonté et par l'efficacité des services marocains. S'ils sont débordés, je ne crois pas que ça vient de chez nous, mais c'est peut-être venu d'ailleurs. Alors justement, avant que vous rajoutiez Afaka, c'est Hassan, il y a trois faits que je voudrais relever. Alors quand on voit l'agressivité, l'extrême agressivité des médias espagnols, auxquels s'ajoutent d'autres médias européens, des gens de la Commission européenne, on revient sur nos déclarations à nous, parce que chacun a sa vérité. Alors, pour notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, il y a un rapport de 1 à 100 au niveau des policiers à la frontière, de 1 à 100. Il y a un policier espagnol pour à peu près une centaine de forces de l'ordre marocaines. Deuxièmement, on a montré énormément ces images de Marocains occultant les images de subsahariens qui étaient majoritaires. Et troisièmement, on n'en parle pas dans les médias espagnols, mais il y a un retour. Et si le Maroc donc voulait faire cette agression, ce chantage, il aurait refusé le retour. Mais il y a des accords, donc il a accepté le retour. Donc finalement, tout ça, ça a l'air de, comme le suggère Jamal Khattabi, c'est quelque chose qui est monté en épingle. De toutes pièces. Oui, de toutes pièces. Certainement. De toute façon, certainement, de toutes pièces, parce que elle a bon rôle, si vous voulez, une certaine presse espagnole, n'est-ce pas? Et européenne en l'occurrence. Mais vous avez quand même certains titres, certains journaux qui respectent quand même la réalité, qui vous mettent en évidence le rôle, comme a dit Sidi Jamal, du Maroc. Et je précise à cet égard, au niveau, si vous voulez, du flux migratoire qui rentre dans l'Espagne, vous savez que depuis 2016, à peu près, la communauté algérienne a augmenté, si vous voulez, le chiffre des Algériens a augmenté de 2,7% qui rentrent en Espagne. Ce sont aujourd'hui 40% de l'immigration qui rentre en Espagne, ce sont des Algériens. Ça, personne ne le dit, d'une part. D'autre part, quand le dernier rapport, si vous voulez, de la Commission européenne, qui a voulu un petit peu chiffrer la réalité de l'immigration, on oublie que le Maroc n'a obtenu, depuis 2016, qu'à peu près 388 000 millions, si vous voulez, d'euros, par rapport, je cite, à une Turquie qui, elle, qui a arrêté, si vous voulez, de recevoir l'immigration venue de la Syrie, d'Irak depuis 2016, mais la Turquie reçoit l'équivalent de 3 à 4 milliards d'euros de subventions. Et le Maroc doit se contenter de 388 millions d'euros pour arrêter un flux gigantesque, parce que toute la masse, si vous voulez, des subsahariens maintenant, il y a une géopolitique, si vous voulez, migratoire qui s'est déplacée. On ne passe plus par les pays de l'Est, par la Turquie et la Grèce, l'île de Lesbos et Toito. C'est fini maintenant.
il y a une réorientation, si vous voulez, un déplacement géopolitique de la migration, et c'est vers le Maroc que ça vient de plus en plus. La Tunisie, bien sûr, elle est en crise aussi. Il y a une immigration qui quitte parce que la crise économique fait que les Tunisiens veulent quitter tout de suite. En Algérie, bien sûr, avec la baisse du prix des pétroles et toute la crise du Hirak et la crise sociale, il y a aussi des départs. Et tout ça, ça vient vers le point le plus proche, qui est le Maroc, pratiquement. Et c'est le Maroc qui constitue le mur ad hominem, comme je disais, c'est-à-dire physique. Alors, il faut arrêter ces mirages. L'histoire des 8000, d'ailleurs, dont plus que la moitié aujourd'hui, même plus, les 2 tiers sont rentrés, sont revenus. Donc, c'est un faux mirage. J'ai entendu ce matin des Marocains qui, quand ils sont retournés au Maroc, ils disent « on n'a rien, on ne veut plus aller en Espagne, c'est fini ce mirage, l'Eldorado et tout ça. On est bien chez nous, etc., etc. » Donc, en face aussi, il y a une misère, il y a aussi la bastonnade, parce que les images de violence, ils ont jeté des Marocains par bateau, vous le savez ça? Depuis hier, ils ont commencé à jeter les Marocains dans la mer. Ça aussi, c'est des images qui existent. Il y a une manipulation de l'information. On montre ce qu'on a envie de montrer dans cette affaire. Oui, mais la réalité est là. Et les blessures qui sont rentrées, on a vu des Marocains qui sont tabassés, les yeux humectés, enfin, je veux dire, et frappés. Ce n'est pas des images de propagande, tout ça. C'est une réalité, c'est-à-dire il y a une telle violence maintenant de la Guardia civile contre les Marocains qui n'a pas de raison d'être s'il n'y avait pas, si vous voulez, un vrai problème, à la limite, je dirais pas ethnique. Donc tout ça, finalement, on ne va pas tomber dans ce piège. Tout ça, finalement, cette affaire de migration, c'est d'abord et avant tout l'affaire Brahim Ghali, donc l'affaire qui est occultée. Qu'on essaye d'occulter. Qui est instrumentalisée. Seulement maintenant, il y a oui. Qui est instrumentalisée, qui est devenue une affaire diplomatique, parce qu'en fait, l'affaire diplomatique, elle doit être, selon les Espagnols, éclipsée, pour nous donner simplement que ces faux mirages, entre guillemets, de populations qui débordent les barbelés ou les miradors et qui rentrent envahir l'Espagne. N'est-ce pas? Ça rappelle des images d'antan, d'il y a 4 ou 5 siècles, l'invasion islamique et tout ça. Alors, je reviens. Donc c'est ça, en fait. Vous avez parlé, Hassan Alaoui, de la Turquie, des 3 à 4 milliards d'euros versus 350 ou 400 millions d'euros qui sont donnés au Maroc. Et donc, quand on parle de la Turquie, finalement, Jamal Ahtabi, vous avez commencé déjà à en parler tout à l'heure sur cette question de rapport de force, finalement. Le rapport de force a changé. On reprend une déclaration de Nasser Bourita, une formule de Nasser Bourita qui est que les Espagnols, et peut-être les Européens aussi, ne veulent pas comprendre que le Maroc d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Ça veut dire quoi? C'est que j'ai parlé tout à l'heure de malaise. Le malaise, il n'est pas seulement espagnol, il est européen. L'Europe, avec sa mentalité coloniale, n'arrive pas à changer de relation avec ses partenaires du Sud, qu'elle ne considère pas encore comme des partenaires à part entière. Il faut que ça change. Il faut que ça change, que ce soit le Maroc ou les autres pays du Maghreb, ils sont en train d'émerger et chaque pays essaie de trouver son chemin. L'incident, en fait, je voulais revenir sur cet incident de Ceuta. Cet incident du Ceuta et de Melilla, parce qu'il y a eu il y a les deux. Il nous permet d'abord de réfléchir sur les nouveaux rapports entre, je ne parle pas seulement de l'Espagne, mais entre l'Europe entière et le Maroc. Le Maroc est en train aujourd'hui de diversifier depuis le discours de Sa Majesté sur la diversification des partenaires. Nous avons de bonnes relations avec la Russie, de bonnes relations avec la Chine, nous avons de très bonnes relations avec les États-Unis. La preuve, c'est que la surprise divine pour les Marocains, la reconnaissance du Sahara, a changé complètement la donne au niveau régional. Le Maroc s'impose aussi économiquement, donc il devient un concurrent pour l'Espagne, il devient un concurrent pour la France, il devient un concurrent pour l'Europe, et ces pays qui ont longtemps utilisé le Maroc comme relais par rapport à l'Afrique n'arrive pas à comprendre cette situation-là et provoque de temps en temps des incidents qui malheureusement portent atteinte à la relation entre guillemets amicale entre les deux voisins. Toutefois, ce qu'il faudra retenir, c'est que depuis un bon moment, le Maroc est dans une dynamique. C'est une dynamique de clarté. Nous avons un problème d'intégrité territoriale.
Nous avons des partenaires en fait, qui nous disent en fait, qui sont nos amis, il faut qu'ils le disent clairement. Ce n'est pas le cas de l'Espagne, ce n'est pas le cas de l'Europe. La preuve, en fait, c'est qu'après la reconnaissance de la Marocanité du Sahara par les États-Unis, 2 pays européens, qui sont l'Espagne et l'Allemagne, se sont précipités pour demander... Pour préciser les choses, nos amis qui devraient normalement comprendre, nos amis, nos partenaires, nos partenaires historiques devraient comprendre ça, comme les États-Unis, en fait, non seulement n'ont pas compris, mais sont partis complètement de l'autre côté. Et ils oublient le rôle stabilisateur. Le temps nous presse. Ils oublient le rôle stabilisateur que joue le Maroc. Donc l'incident d'hier, il montre en fait que le Maroc... Alors nous reprenons juste après la pause, le temps nous presse, nous retrouvons dans quelques instants après. On reprend pour le débrief. On parlait donc avec Jamal Htabi sur cette question de colonisation et de décolonisation et d'Europe qui ne veut pas encore comprendre que ce territoire appartient au Maroc et qui prend mal, quelque part, le fait que les États-Unis, aussi loin soient-ils, l'aient compris. Et que tout ça peut expliquer maintenant les problèmes qu'il y a, à commencer par cette affaire de Brahim Rali qui est reçue d'une manière tout à fait confidentielle et problématique par l'Espagne. Vous disiez donc, Jamal Htabi, que le regard des Espagnols, le regard des Européens devait changer sur le Maroc. Le Maroc, aujourd'hui, et l'Afrique d'une manière générale. Est un pays avec qui il faut compter. Il faut compter que ce soit au niveau africain ou même au niveau international. La preuve, c'est que le Maroc a été sollicité, encore une fois, de manière officielle pour intervenir dans le conflit israélo-palestinien. Ce que le Maroc demande, c'est de la clarté, et le contentieux avec l'Espagne ne s'arrêtera pas aujourd'hui, même si on arrive à trouver une issue à cette crise diplomatique. Nous avons un réel contentieux avec l'Espagne. Et ce contentieux doit être posé aujourd'hui, je crois que c'est le moment. C'est le contentieux de Ceuta et de Melilla. Ce sont des villes marocaines, il faudra le dire et le redire aux Espagnols et aux autres. Ce n'est pas du tout de l'Europe, comme ça a été dit, ce n'est pas l'Europe, c'est l'Afrique et c'est le Maroc. Elles sont encore colonisées, donc il faut finir cela. Et il faut éclaircir cela et poser de manière officielle le problème de ces deux villes. Très bien, Hassan Alaoui. Revenons donc à cette affaire de Brahim Rali. Donc ce sont meurtre, détention illégale, terrorisme, torture et disparition. Ce sont là les chefs d'inculpation desquels il doit répondre devant la justice espagnole s'il y va, parce qu'on peut nourrir des doutes sur ça vu les manœuvres. Alors ce sont des accusations lourdes qui, au-delà du judiciaire, convoquent l'économique, convoquent le politique, convoquent le diplomatique, aussi bien en Espagne qu'en Europe. Comment vous voyez les choses pour l'avenir ? Dans le très proche avenir, parce qu'il est convoqué pour début juin. Si tant est qu'on puisse croire qu'il respectera la date et l'engagement et s'y rendre donc, au fameux tribunal. Voilà. Alors, juste pour rappel, il a refusé de signer sa citation à comparaître. Il a refusé de signer et l'ambassadrice du Maroc, Madame Karima Neeish, a souligné à juste titre, n'est-ce pas, que s'il ne se rend pas donc, à cette convocation, la crise va encore s'aggraver, d'accord, entre les deux pays. Parce que c'est vrai. Ça veut dire que tout simplement, le pouvoir politique qui a décidé son rapatriement en Espagne, je veux dire, n'a aucun pouvoir, ou là, aura plus encore de pouvoir pour ne pas le laisser aller chez le juge. Et donc, la justice espagnole sera ridiculisée. Ce que, évidemment, nous ne souhaitons pas. Parce que jusqu'ici, nous avons toujours pensé que la justice espagnole est autonome et, comme on l'a toujours dit, indépendante. Alors ça, ce sera un critère pour juger, évidemment, de l'efficacité, de la posture et du poids de la justice espagnole par rapport à cette convocation. Avant de commenter ça, Jamal Htabi, je voudrais aussi revenir sur cette déclaration dont j'ai parlé, dont a parlé aussi Hassan Alaoui, sur l'ambassadrice Karima Neeish, qui de Rabat, où elle est donc rappelée en consultation, a dit que la crise ne fera que s'aggraver si Brahim Rali ne passe pas devant les juges. Il est présumé innocent parce qu'on sait ce que ça veut dire le droit, mais il faut qu'il passe devant les juges. Et Karima Neeish a bien insisté là-dessus. Est-ce que vous pensez que les Espagnols feraient cette erreur d'exfiltration ? Je ne sais pas, et comme l'a dit Hassan tout à l'heure, ça sera une épreuve pour la justice espagnole, pour l'indépendance de la justice. La justice s'est saisie aujourd'hui du dossier. Comment le gouvernement espagnol va-t-il s'en sortir ? On n'en sait pas. D'ailleurs,
C'est la raison pour laquelle il a cherché à trouver quelque chose pour cacher cela. L'erreur est là. L'erreur, elle est d'accepter d'une manière frauduleuse quelqu'un sur ses territoires, quelqu'un dont déjà l'acceptation, dont l'accueil est une agression pour le voisin du Sud avec lequel on prétend avoir des liens d'amitié, des liens stratégiques, etc., mais qui en réalité ne l'est pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la première erreur de l'Espagne. Il y a eu déjà, juste après la reconnaissance du Sahara par les États-Unis, une attitude extrêmement inamicale de la part de l'Espagne. Et cela nous interpelle, nous les Marocains, à changer d'attitude. Nous sommes dans une attitude et dans une dynamique favorable depuis quelque temps où on compte sur la bonne foi de nos partenaires. Il s'est avéré de manière certaine que l'Espagne n'est pas de bonne foi. Elle est de très mauvaise foi. Non seulement elle accepte quelqu'un qui est en guerre avec le Maroc, mais elle l'accepte sous une fausse identité. Et là, cela interpelle la justice espagnole de deux façons. D'abord, la première, c'est que cette personne doit être entendue, relâchée, peu importe, mais elle doit être entendue par la justice espagnole. La deuxième, en fait, c'est que le gouvernement espagnol aussi doit rendre compte parce qu'il y a dans ce processus une falsification. C'est une fausse identité approuvée par l'exécutif espagnol, que ce soit par le gouvernement, le chef du gouvernement ou par le ministère des Affaires étrangères. Donc nous sommes devant deux choses à régler pour l'Espagne. Alors, ce monsieur est entré en Espagne sous une fausse identité. La ministre des Affaires étrangères a bien reconnu qu'il était rentré sous une fausse identité. Mais elle sait aussi que le gouvernement espagnol sait aussi qu'il doit répondre de très lourds chefs d'accusation. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, quelque part, ça je vous pose la question à tous les deux, quelque part une justice espagnole qui se retourne contre son propre exécutif? Parce que la justice espagnole, les juges espagnols ont envoyé des policiers à l'hôpital où se trouve Brahim Ghali pour s'assurer de son identité. Est-ce qu'il ne pourrait pas demander des comptes à leur justice, à leur gouvernement, en leur disant c'est ce qu'on devrait faire normalement. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on devrait C'est ce qu'on souhaite. On souhaite que la justice, prétendument indépendante et démocratique et moderne. Pour l'instant, la justice n'est pas concernée, Hassan Alaoui. La justice a fait son travail. Elle a envoyé la police pour s'assurer de l'identité. Oui. Et elle a envoyé, une fois que l'identité a été confirmée, elle a envoyé une convocation. Le monsieur, entre guillemets, il a refusé de signer ou de contresigner la convocation. Donc c'est qu'il y a blocage, n'est-ce pas? Il y a volonté de violer en territoire espagnol la loi espagnole par un monsieur qui est mercenaire venu d'Algérie. Ça, c'est très grave. Donc, il faut que la justice prenne ces mesures, prenne garde en même temps et qu'elle dénonce un petit peu, si vous voulez, ce qu'on appelle l'entrisme ou l'intrusion politique. Et c'est là, nous ne sommes pas sous le temps de Franco, où le généralissime, décidait comme ça, ex abrupto de choses. Donc, c'est ça va nous montrer, l'Espagne moderne va nous montrer un petit peu jusqu'où peut aller, si vous voulez, son indépendance judiciaire. Vous comprenez? Et donc, moi, je suis vraiment très attentif à ce qui va se passer. Et là, ça va être certainement une autre épreuve de force hispano-espagnole. Et je me demande comment ça va se passer. Donc, moi, je crois en fait que c'est en temps de crise qu'on reconnaît, qu'on connaît la valeur d'une démocratie. Est-ce que l'Espagne est une vraie démocratie ou non? C'est là où on va voir. Si la justice fait son travail, elle écoute ce monsieur, on ne sait pas si c'est Ben Battouche ou Ghali, on ne sait pas, et le relaxe, c'est son problème. Donc c'est que la démocratie a fonctionné, même formellement. Mais si la justice est empêchée d'entendre ce monsieur, et si on arrive à l'extraire de manière frauduleuse comme il est rentré, je crois que là, nous serons devant un déni de démocratie. La justice va être bernée. Et puis, je ne comprends pas, en fait, l'amateurisme, peut-être même, des dirigeants espagnols, en fait, de mettre en face des intérêts qui ne sont pas équivalents. Quel est l'intérêt? Bon, à part, bien entendu, ce que Hassan a montré tout à l'heure, c'est que l'Espagne lorgne sur les richesses algériennes. Mais je crois en fait que l'intérêt stratégique
l'Espagne a un intérêt stratégique et un intérêt aussi économique et financier à avoir de très bonnes relations avec l'Europe aussi. L'Europe aussi, nous avons vu un petit aperçu de ce que risque l'Europe. La collaboration en matière de sécurité, la collaboration en matière de gestion de flux migratoires est extrêmement importante pour l'Europe. Ce que je ne comprends pas par contre, c'est la presse espagnole. Ce que je ne comprends pas, c'est la presse européenne qui s'est emparée de ce fait et qui a joué le jeu du gouvernement espagnol et peut-être même de l'Europe. J'espère en fait que dans une démocratie, normalement, on a une presse objective. Les journalistes doivent aller sur le champ, doivent questionner des personnes et doivent parler, doivent rapporter l'information telle qu'elle est et non telle qu'elle est voulue par les gouvernements. Je vous demanderai un commentaire très rapide parce qu'on va passer au deuxième volet. Maintenant, vous parlez de la presse espagnole, des médias espagnols, des médias européens d'une manière générale. Maintenant, les choses sont claires. Voilà, il y a un monsieur qui est le chef du Polisario et qui est reçu donc sous une fausse identité pour échapper à de très lourdes accusations de crimes de guerre ou de crimes extrêmement sérieux. Deuxième chose, c'est qu'il est venu dans un avion présidentiel algérien avec une identité algérienne et l'Algérie continue de dire qu'elle n'est pas partie prenante, qu'elle n'est qu'observatrice. Comment, d'après vous, mais rapidement, comment, d'après vous, on commence par vous, Hassan Alaoui, les Européens, donc nos voisins immédiats, pourraient encore justifier ce que vous dites, par exemple, sur le... Moi, j'ai une solution. Ce monsieur, entre guillemets toujours, ce mercenaire, doit être jugé, n'est-ce pas? Ça, c'est le point cardinal, le point nodal de la crise, si vous voulez, qui a fait un petit peu... parce que c'est quand même une dimension, si vous voulez, de choses cachées, invisibles sous l'iceberg. Mais maintenant, la chose a éclaté. On sait qui c'est, ce mercenaire, on sait comment il est arrivé. Il faut absolument arrêter d'en parler, c'est connu. L'Espagne doit le juger, indépendamment de la justice. Deuxième chose, il faudrait s'attaquer après que l'Espagne, si vous voulez, ait accepté de le juger, n'est-ce pas? C'est en ce moment-là, après, qu'on va régler la crise politique et diplomatique et tout le reste qui est un petit peu... C'est ce que dit la diplomatie marocaine. La diplomatie marocaine. Parce qu'il y a quand même... La solution, elle est toujours, c'est par un dialogue responsable et par le fait que l'Espagne reconnaisse ses erreurs, n'est-ce pas, et se mette à table à demander, je ne dirais pas des excuses, mais... si vous voulez, qu'elle fasse amende honorable. Jamal Khattabi, donc dernière intervention par sur ce thème. rapport à l'Algérie, il faut que cette hypocrisie internationale cesse. Si l'Algérie veut jouer ce jeu de dupe, c'est sans problème. Mais tout le monde sait très bien en fait que c'est l'Algérie qui est derrière le problème des provinces du Sud. C'est l'Algérie, depuis le départ, qui a créé ce fameux Polisario, qui le finance, qui l'habite, qui l'héberge chez elle et qui lui fournit tous les moyens nécessaires, que ce soit diplomatique, militaire, etc. Il faut que ça cesse. Si l'Algérie veut jouer à ce jeu... C'est l'Algérie qui peut demain dire que ces deux villes, Mlilia, ne sont pas marocaines. Si l'Algérie veut jouer à ce jeu, c'est sans problème. Mais la communauté internationale ne doit pas être dupe. Voilà. Les Espagnols savent très bien que qui a négocié l'arrivée de ce monsieur, ce n'est pas le Polisario. Qui lui a fourni la fausse identité, ce n'est pas le Polisario. Et qui fait pression aujourd'hui, parce que il ne faut pas croire que l'Algérie est en retrait. Non, l'Algérie, mais tout son poids aujourd'hui pour influencer la position espagnole et la position européenne, y compris la position allemande. Il ne faut pas oublier aussi quand on parle, le Maroc se positionne de manière extrêmement efficace dans le futur, se projette dans le futur. Le gazoduc, dont on n'en parle pas, le gazoduc du Nigeria vers... c'est un problème que les Espagnols et que les Algériens n'avaleront pas. Donc c'est pour ça qu'il faut tout faire pour que ce pays qui est en train de bouger, il faudra le casser au niveau des droits de l'homme, le casser. Moi, les droits de l'homme, je veux bien, mais il n'y a pas des droits de l'homme uniquement quand il s'agit du Maroc. Quand vous parlez hier, quand on a jeté des gamins à la mer, les gamins ne valent pas moins que ce monsieur. Quand on est respectueux des droits de l'homme, on peut arrêter les gens, on peut interpeller les gens, mais on ne peut pas les interpeller en touchant à leur dignité. Alors, dernier mot sur ce sujet. Quand vous parlez de l'Algérie et après de l'Espagne, je cite la formule très heureuse de Nasser Bourita qui avait dit « Ce n'est pas nous qui le disons que les Algériens sont partie prenante, ce sont eux qui le prouvent ».
Ça, c'est la déclaration de Boletta, à laquelle je pourrais personnellement ajouter. Maintenant, ce sont les Espagnols. On passe donc au deuxième thème sur fond de crise politique, tant chez les Palestiniens que chez les Israéliens. La situation du quartier de Sheikh Jarrah, millénaire, à rude épreuve. L'expulsion de familles entières de ce quartier historique de la ville sainte d'Al-Quds a incité les jeunes Palestiniens à manifester, déclenchant l'engrenage de la répression. Un cessez-le-feu a été déclaré, voici près de 48 heures maintenant. Alors, un rapide retour sur les faits, mais sur l'intervention marocaine, l'implication marocaine dans ce conflit. On commence avec vous, Hassan Alaoui. Oui. La Palestine, tout le monde sait que c'est notre, j'allais dire, notre système. Notre ADN, notre priorité, comme a dit le gouvernement. Tout. Feu Hassan II avait créé le comité Al-Quds. Sa Majesté Mohamed VI continue à le présider et le préside très très bien. Il est allé même plus loin que son père, son défunt père, n'est-ce pas? Et donc la vocation du Maroc, la vocation palestinienne du Maroc, elle n'est pas à démontrer. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des péripéties ou parce qu'il y a eu des affrontements pendant 11 jours qu'il y a eu presque 300 morts du côté palestinien et seulement quelques-uns en Israël. Parce qu'il y a des roquettes, je veux dire des missiles fournis par, par l'Iran et Hezbollah aux Palestiniens qui les jettent comme ça imprécisément, etc., qui ne touchent pas à grand-chose, et que par contre les bombardements israéliens ciblent très bien les choses et ça fait des morts et tout. La solution, tout ça, c'est un scénario que nous connaissons. Le Maroc n'a jamais, je veux dire, quitté sa vocation palestinienne, n'est-ce pas? Le Maroc a toujours été parmi, et d'ailleurs il a été presque le premier, les tout premiers, à envoyer un soutien très très précieux, sans le dire comme ça. Des avions ont fait des allers-retours pendant plusieurs jours pour apporter le soutien en nourriture, en biens, en médicaments et en tout, une présence. Et le Maroc, quand bien même il aurait signé, si vous voulez, les accords d'Abraham, entre guillemets, eh bien, il l'a signé à certaines conditions. C'est qu'il n'abandonne pas, il n'a jamais abandonné les Palestiniens. Sauf qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une équation palestinienne c'est le Hamas qui domine la Palestine. C'est le Hamas qui a éjecté l'autorité palestinienne. Et Mahmoud Abbas, il ne représente presque plus rien. Donc nous sommes aussi en face. Qui dit Hamas, n'est-ce pas, dit derrière Hezbollah et l'Iran. Il faut quand même être clair. Je le dis comme ça. Ce n'est pas. Moi, j'ai milité pour la Palestine pendant mes 20 ans à Paris. J'étais vraiment dans le mouvement et tout. Et je le suis toujours. Mais j'essaie de faire la part des choses aujourd'hui. Il faut être réaliste, c'est-à-dire qu'il faut 2 États. Une solution binationale, entre guillemets, mais surtout 2 États qui cohabitent tout simplement. Hein? Alors, oui. C'est ce que le Maroc soutient, je crois, n'est-ce pas? Et c'est ce que moi, personnellement... Ça a toujours été dit dans tous les 2 États pour une cohabitation, parce que Israël, maintenant, c'est une réalité, il a le droit à une existence sereine, et les Palestiniens aussi, ils ont le droit à un État indépendant, libre. Alors justement, Jamal Htabi, hier, le président Biden a parlé de la solution à 2 États. Or, en début de semaine, où il y a quelques jours, le secrétaire d'État Anthony Blinken a eu un échange téléphonique avec Nasser Bourita au sujet donc de la situation à Gaza et en Cisjordanie. Comment ça pourrait se goupiller? Donc, première intervention, c'est l'aide humanitaire, donc les couvertures, les denrées, etc. Et la deuxième, c'est au niveau diplomatique. Moi, je crois qu'encore une fois, le Maroc prouve par les actes l'attachement qu'il a à la question palestinienne. Nous sommes tous des Palestiniens. Et ce problème doit être résolu. Mais doit être résolu dans la raison. La raison aujourd'hui, et le président Biden l'a avancé aussi, c'est que la raison, elle est dans 2 États. Comment nous allons arriver à ces 2 États? Donc il y a soit l'attitude belliqueuse, la guerre, etc., qui ne mène à rien, et on sait très bien en fait que ce n'est pas une solution. Le rapport de force est tel qu'on ne pourra jamais espérer quoi que ce soit. Et il y a la négociation. Le Maroc a souvent poussé vers la négociation, et le fait en fait que nous nous sommes rapprochés de l'État israélien, elle est dans ce cas-là. Comment travailler pour résoudre la question palestinienne de l'intérieur, tout en agissant chaque fois qu'il le fallait. Mais ce qui arrive aujourd'hui en terre palestinienne n'est pas seulement lié à la question palestinienne elle-même. C'est des petits calculs politiciens de Netanyahou
et de Mahmoud Abbas. Il s'agit bien entendu de tactiques et de jeux électoraux qui ont malheureusement donné 250 morts. Est-ce que 250 morts justifient en fait la reconduite de Netanyahou et l'annulation ou le report des élections de M. Abbas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous Marocains, État marocain, sommes là. La preuve, c'est que par les actes, chaque fois qu'il a fallu être là, le Maroc a été là, que ce soit dans la négociation, que ce soit aussi par l'aide humanitaire qu'il envoie chaque fois qu'il le faut. Alors quand Anthony Blinken, Hassan Alaoui, parle à Nasser Bourita et lui parle du fait qu'il est un partenaire stratégique dans la région pour aider à résorber les conflits, comment vous voyez les choses? Justement, on parlait en première partie de ce qui se passe avec les Européens, voilà les Américains qui viennent dire clairement, vous êtes notre partenaire stratégique, on vous parle, comment on peut régler le problème en Palestine? Aujourd'hui, les Américains me semblent un peu plus proches des Palestiniens que les Européens, il faut bien le dire. Biden a à cœur, si vous voulez, de régler ce problème. Et si son secrétaire d'État, qui est entre parenthèses très, très proche du Maroc, je veux dire, s'adresse à Bourita, c'est parce que nous avons une tradition, si vous voulez, de négociateurs, entre guillemets, de facilitateurs du dialogue israélo-palestinien. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas du tout l'Europe, c'est le problème entre Israël et la Palestine, et les États-Unis sont au premier rang, si vous voulez, des facilitateurs, et donc à côté du Maroc. Parce que quand même, il ne faut pas l'oublier, pendant des décennies, c'est le Maroc qui a reçu Ishaq Rabin, qui a reçu même Moshe Dayan, qui a reçu des premiers ministres et tout ça, après l'accord de Camp David. Tous les premiers ministres israéliens et les chefs d'État arabes viennent rendre compte au roi Hassan II, à feu Hassan II. Et les accords d'Oslo qui avaient été signés en septembre 1993, sous l'égide de Bill Clinton, il y avait la marque, un petit peu, si vous voulez, la substantielle présence du Maroc dans ces accords. Parce que les accords se sont passés, des négociations indirectes et secrètes en Norvège, n'est-ce pas, entre Palestiniens et Israéliens. Ils ont abouti à l'accord de Washington. Et le Maroc est derrière. Et donc, c'est normal, si vous voulez, que le Maroc, aujourd'hui, on vienne le voir et on sollicite un petit peu son intervention parce que c'est sa vocation. Ne serait-ce qu'aussi, en plus, parce que Sa Majesté Mohammed VI est le président du comité El-Quds. Et à ce titre, n'est-ce pas, il joue un rôle majeur dans tout ce processus. Et nous le souhaitons, donc, que l'idéal serait qu'on arrive à une négociation globale avec, je veux dire, entre Arabes, entre Palestiniens et Israéliens. Parce qu'aussi, il faut ne pas oublier un détail. Rapidement, il nous reste une minute pour la conclusion de Jabal Hattabi. L'actuel gouvernement israélien, il compte 10 Marocains, au minimum. 10 ministres israéliens sont originaires du Maroc. Merci. Alors, conclusion, il nous reste moins d'une minute, Jabal Hattabi. Une conclusion. Oui, en fait, pour la question palestinienne, le Maroc a souvent eu une place particulière, que ce soit en fait auprès des Palestiniens eux-mêmes ou auprès de la communauté internationale. C'est un facilitateur depuis le début. C'est un facilitateur de dialogue entre les deux belligérants. Et il faut dire des deux belligérants. Il y a pour nous une question palestinienne, mais il y a pour les autres aussi une question israélienne. La question aujourd'hui et la solution des deux États, elle est là. Il faut maintenant œuvrer à la réaliser. Comment on va la réaliser? Bien entendu, on ne va pas la réaliser comme M. Netanyahou a fait en expulsant les Palestiniens de Al-Quds. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi, même au sein du gouvernement israélien, il faut qu'il y ait un peu de bonne foi. Le Maroc est de bonne foi avec ses partenaires et ce que nous voulons, c'est que les autres aussi le soient avec nous. Merci Jamal Hattabi, merci Hassan Alaoui, merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.